Bonsoir et bienvenue à Cartes sur table. Ce soir, une émission spéciale santé, mais avant d'y plonger, quelques nouvelles qui font parler. Troisième journée de frappe sur l'Iran. Le Québec s'engage à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 et une trentaine de sacs de déchets contenant de l'amiante déchargés à ciel ouvert. Mais ce soir, notre attention sera concentrée sur la nouvelle loupe de Santé Canada et le développement du cerveau chez les enfants. On met les cartes sur table pour comprendre ce qui se joue vraiment. Lundi 2 mars, ici Camille Guindon, il est 22h. Cartes sur table, ça commence maintenant. Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous. On vous en parle depuis déjà 3 jours et le conflit ne semble pas s'améliorer dans cette offensive américano-israélienne destinée à détruire la République islamique. Un conflit qui s'étend maintenant jusqu'au Liban. Les frappes israéliennes qui se poursuivent sur les bastions du Hezbollah pro-iranien au Liban ont fait 52 morts et 154 blessés, selon un nouveau bilan qui a été rendu public lundi. De plus, l'OTAN a mentionné qu'il n'y a absolument aucune intention de s'impliquer dans la guerre contre l'Iran. Et rappelons-le que samedi, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il offrait un appui sans nuance à l'opération américaine. Sur la scène provinciale, le Québec s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Depuis plusieurs années, cet objectif se traduit par des politiques axées sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit l'électrification des transports et l'efficacité énergétique. Mais la réduction seule ne suffira pas. Même Hydro-Québec, dans un scénario où tous les efforts de réduction sont pleinement déployés, le Québec émettra encore environ 13 millions de tonnes de CO2 par an entre 2045 et 2050. Et ça, c'est selon le plus récent rapport du Comité consultatif sur les changements climatiques. Ces émissions résiduelles proviennent de secteurs où la décarbonation complète demeure techniquement impossible à moyen terme. On parle ici de l'industrie lourde, de l'agriculture et du transport aérien. Dans le nord du Québec, maintenant, une trentaine de sacs de déchets contenant de l'amiante provenant d'Hydro-Québec ont été déchargés à ciel ouvert en début du mois de février au beau milieu du dépotoir de Radisson à la baie James. Le règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles est pourtant bien clair. Les déchets contenant de l'amiante doivent, dès leur déchargement, être enterrés lorsqu'ils sont déposés dans un lieu d'enfouissement en tranchée comme celui de Radisson. La Société d'État précise que le dépotoir de Radisson est pourtant autorisé pour recevoir les matières résiduelles domestiques et industrielles reliées aux activités sur le territoire de la baie James, incluant celles produites par Hydro-Québec. Ce soir, dans notre émission spéciale santé, on regarde au-delà des grands titres pour comprendre ce qui change réellement dans nos vies en mettant les cartes sur table. Et on commence ce segment d'émission en allant rejoindre notre journaliste Chloé. Tu nous parles aujourd'hui d'un projet né à Sherbrooke qui pourrait marquer un tournant pour les personnes ayant subi un traumatisme crânien. D'ailleurs, Camille, j'ai sorti une de mes meilleures cartes pour les personnes à la maison avec ce reportage qui porte une réelle innovation dans le monde de la santé. Mais je tiens à vous avertir, les cœurs sensibles, dans ce reportage, il y a des descriptions assez graphiques d'opérations sur des patients. Je vous laisse avec le reportage. Les traumatismes crâniens sont un problème de santé majeur. Les commotions cérébrales sont considérées comme des traumatismes légers et représentent environ 80% des cas. Le 20% des cas restants représentent les traumatismes crâniens qui sont modérés ou graves. Ces cas plus sérieux peuvent entraîner des impacts importants sur la santé et dans certains cas même entraîner la mort. C'est d'ailleurs l'une des causes principales de décès chez les 35 ans et moins au Québec. Je suis allée à la rencontre de Simon Lapointe, PDG d'Encéphalix, afin d'aller lui parler de leur implant crânien dynamique qui viendrait vraiment changer la donne pour les victimes de traumatismes crâniens. Pour les patients qui ont un cas très sévère de ces lésions-là, le cerveau va enfler dans la boîte crânienne. Puis la seule manière de sauver ces patients-là, c'est de retirer pratiquement la moitié du crâne. Cet implant-là va permettre à la boîte crânienne de s'ouvrir et de se refermer en suivant l'enflement du cerveau. Un peu comme si on attachait les deux parties de la boîte crânienne avec des élastiques. Présentement, on fait une première intervention, on découpe la peau,
on enlève la moitié du crâne, on met ça dans le congélateur, on referme la peau, puis là, le patient va commencer sa réhabilitation sans protection. Pour avoir vu ces patients-là, c'est quand même assez épeurant, là. Littéralement, tu peux toucher à leur cerveau. Puis après ça, des semaines, des mois suivent, et là, ils doivent retourner en salle de chirurgie pour subir leur deuxième intervention chirurgicale, donc on doit remettre le volet osseux en place. Donc, réouverture de la cicatrice. Fait que ça a quand même son lot de complications, puis en fait, ce qu'on a développé, c'est une manière de combiner les deux interventions chirurgicales. L'entreprise a récemment lancé une levée de fonds qui a cumulé près de 2,25 millions de dollars. Cet argent servira entre autres à commencer les tout premiers essais cliniques sur des patients. Mais il y a une question qui m'est rapidement venue à l'esprit. Comment est-ce que les patients qui viennent de subir un traumatisme crânien grave peuvent donner leur consentement éclairé à être une des premières personnes à recevoir cet implant crânien lors d'une opération? So sometimes that's where family members become very involved. But again, that's tricky because maybe the family member is not what you wanted. It's good to have some medical information in your file about that. How do you feel about that? Je préférerais me faire opérer avec cet implant et pouvoir bénéficier de la technologie, de la science. C'est important de respecter ses désirs. C'est un problème parce qu'on ne respecte pas du tout son consentement. Et même par rapport à sa religion, sa culture ou autre, ça peut être un énorme problème d'avoir une opération ou autre. Et même pour sa propre santé, si finalement elle a décidé de ne pas en subir, on ne respecte pas du tout ses choix. Il y a une grosse structure légale qu'on doit mettre en place avec des comités éthiques, des scientifiques, du personnel hautement qualifié qui vont devoir évaluer si effectivement c'était nécessaire ce type de traitement-là. Avec les bénéfices qu'on est capable d'apporter aux patients, on est capable de procéder sans avoir l'autorisation parce que c'est dans le meilleur intérêt de ces patients-là. Les avis des patients sont assez partagés quand on parle d'une chirurgie dans un contexte de vie ou de mort. Tout de même, cet implant pourrait représenter une avancée importante pour la science. C'était Chloé Desgagnés pour Carte sur table à Montréal. D'une année à l'autre, plus de 40 000 personnes au Québec reçoivent un résultat positif d'infection transmissible sexuellement et par le sang, et la majorité des ITSS sont asymptomatiques. Les plus récentes données de l'Institut national de santé publique du Québec, publiées dans le portrait des ITSS de janvier 2026, font également état d'une recrudescence importante de certaines infections au Québec. Et pour mettre carte sur table, ce soir, je reçois une infirmière et clinicienne chez Prélib, Elisabeth Raille. Merci d'être avec nous. Bonsoir. D'entrée de jeu, Madame Raille, on ne pourrait pas faire cette entrevue sans aborder la question de la loi 2 qui a été mise en vigueur récemment. Nous le savons, ce sont 95 000 patients qui ont recours justement à vos cliniques Prélib. L'an dernier, vos services sont couverts par la RAMQ également, mais en novembre dernier, on parlait peut-être d'un avenir incertain pour vos cliniques en raison de la loi 2. Est-ce que c'est encore le cas? Pour l'instant, c'est le statu quo. Je ne pourrais m'avancer sur la situation des médecins puisque je ne suis pas médecin. Sachez par contre que nos services sont toujours disponibles dans tous nos points de service, autant à Montréal, à Québec qu'à Sherbrooke. Et je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais la majorité des symptômes, la majorité des maladies, des ITSS, dans le fond, sont asymptomatiques. Comment est-ce que les gens font pour savoir qu'ils doivent aller dépister? En fait, le but de Prélib, c'est de rendre tous les dépistages accessibles, autant pour une personne qui aurait des symptômes que pas. C'est sûr que notre modèle est basé pour un dépistage asymptomatique, mais l'objectif est vraiment de rendre le dépistage accessible, puis que tous aillent se faire dépister pour une bonne santé sexuelle. Et justement, si pour les gens à la maison qui ont besoin d'avoir de l'information, c'est quoi les délais qu'on doit respecter pour justement ce diagnostic-là? C'est une bonne question. Les délais varient entre les ITSS. On donne en règle générale un délai de 2 semaines avant un premier dépistage. Puis ensuite, Prélib s'occupe d'envoyer des petits rappels aux personnes pour venir faire un autre dépistage à la fin de toutes les périodes fenêtres afin de s'assurer de la véridicité des résultats. Et en ce moment, la clinique dépiste la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis, l'hépatite B, l'hépatite C, mais également le VIH. Est-ce que vous envisagez peut-être éventuellement le dépistage de d'autres ITSS comme l'herpès génital? Pour l'instant, le dépistage asymptomatique nous permet seulement ces ITSS-là. Bien entendu, on regarde toujours à expandre nos services puis aller rejoindre un maximum de personnes pour répondre aux besoins criants en santé. Et si on devait parler peut-être d'une tranche d'âge qui était peut-être plus touchée que d'autres, ce serait laquelle? Il n'y a pas de tranche d'âge générale. Dès qu'on a des relations sexuelles, dès qu'on est actif sexuellement, on recommande de venir se faire dépister pour s'assurer de conserver une bonne santé sexuelle.
Et sinon, approximativement 1 personne sur 7 au Canada est porteuse du virus de l'herpès. La majorité de ces personnes, justement, ne sont pas au courant de l'infection. J'imagine que ça peut arriver également pour d'autres ITSS. C'est quoi un peu, là, est-ce qu'il y a des petits éléments déclencheurs ou des petits signaux là, que les gens pourraient suivre peut-être pour leur donner des idées, ou c'est quand, justement, qu'il faut aller se faire dépister? Dès qu'on a une relation sexuelle, on conseille toujours de venir se faire dépister. Autant symptomatique, là, l'important, c'est d'avoir une prise en charge rapide pour éviter de répandre les infections. Et si vous aviez un conseil pour prévenir ces infections-là, ce serait lesquels? De venir se faire dépister périodiquement pour s'assurer là, qu'on garde la santé sexuelle. Bien, merci, Madame Rai. Je le rappelle, infirmière et clinicienne. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Continuons sur d'autres sujets d'actualité santé. Et pour mettre carte sur table, je suis accompagnée de mes collaborateurs en santé, Émile et Marc-Antoine. Émile, tout d'abord, tu t'es penché sur le sujet de la nouvelle loupe de Santé Canada qui pourrait aider à combattre les maladies cardiovasculaires, mais on y reviendra plus tard. Je vais commencer avec toi, Marc-Antoine. Marc-Antoine, tu vas nous parler d'une étude qui conclut que le temps d'écran viendrait changer le cerveau des enfants d'âge préscolaire, soit de 3 à 5 ans. Oui, le phénomène du pourrissement du cerveau, qui est communément appelé le AI brain rot, inquiète, puisqu'il fait référence à des contenus qui sont ultra stimulants pour les enfants. On le sait, les couleurs sont vives, le montage va vite, les images sont en constant changement. C'est des vidéos qui sont conçues pour capter l'attention de l'utilisateur et le garder collé à son écran. Avec l'IA, on le sait maintenant, on peut produire du contenu assez rapidement et en grande quantité. Notamment sur YouTube, et souvent ces vidéos-là ne sont pas éducatives du tout. Cette surstimulation-là pourrait nuire au développement de l'attention, du langage et du cerveau en général, surtout chez les jeunes enfants âgés entre 3 à 5 ans, puisque c'est là où le cerveau est en pleine création, en pleine formation. Et là, je t'amène à ta première carte, Marc-Antoine, excuse-moi, la carte des effets. Il y a des effets sur le développement humain. Oui, il y a plusieurs effets. Les chercheurs ont été en mesure d'observer des différences dans la structure du cerveau de ces enfants-là, notamment dans la matière blanche, qui est une zone essentielle pour la rédaction, la lecture, la compréhension, mais et également le langage. Donc, le docteur Mike Nabel dit que le cerveau des enfants est plus difficile à développer lorsque les enfants en bas âge consomment plus d'1 heure par jour d'écran. Les chercheurs disent qu'ils ont peur de perdre une génération complète ils ont peur de perdre une génération complète qui ne pourra pas atteindre son plein potentiel à cause d'un enjeu comme ça. On ne pensait jamais que le développement du cerveau allait pouvoir être altéré lorsqu'on passait plus de 2 heures par jour sur les écrans. Et Marc-Antoine, rapidement, si tu peux me donner quelques conseils pour les gens aussi à la maison qui nous écoutent. Oui, je vous dirais que, je vous apprends rien en disant que limiter le temps d'écran, ça peut être un bénéfice. Mais sinon, on peut installer des filtres parentaux DNS, qui là, ça peut avoir l'air épeurant, mais c'est simplement un filtre qu'on installe sur la connexion réseau qui vient bloquer certains contenus qu'on juge inappropriés directement avant que le site web ait le temps de charger. Parfait, mais merci beaucoup Marc-Antoine pour les informations. Émile, de ton côté, comme je te l'ai dit, tu t'es penché sur le sujet de la nouvelle loupe. D'ailleurs, qu'on voit de plus en plus dans les rayons d'épicerie. Mais c'est quoi cette loupe-là? Bien, en fait, Camille, c'est simplement une loupe qui permet aux acheteurs, en fait, partout au Canada, de savoir si un produit a un excès de sel, de sucre ou simplement de gras. Donc, pour eux, c'est plus simple de mettre ça. Et ensuite, bien, un Canadien sur 3 est diagnostiqué de diabète. Donc, il faut attaquer ce problème-là. Et la loupe en est une bonne façon là, dans les épiceries. Et là, Émile, ça nous amène à ta première carte, la carte de l'utilisation. On parle d'un système qui est assez facile à utiliser. Bien, exactement. Puis, il y a d'autres systèmes, en fait, qui existent. Par exemple, en Europe, il y a un système de grade. Donc, on grade de A à E les aliments selon leur valeur nutritive. Mais au Canada, c'est bien plus simple. On a simplement mis la loupe ou non sur l'étiquette. Donc, les gens à la maison n'ont pas besoin de faire de recherche, n'ont pas besoin de chercher longtemps, en fait, en magasin. On a simplement à prendre la boîte, regarder s'il y a la loupe ou non. Et là, on va savoir à ce moment-là s'il y a un excès ou non. Et les résultats aussi sont simples à obtenir. On a simplement enlevé 10 % des produits dans un panier, n'importe quel panier, là, que ce soit un panier, peu importe qu'est-ce que vous consommez, en fait, si vous enlevez 10 % des matières avec la loupe,
dans votre panier d'épicerie, en fait, vous allez atteindre 20 de chances de moins d'obtenir, de contracter une maladie cardiovasculaire. Donc, c'est des bonnes nouvelles de ce côté. Et là, Émile, j'imagine qu'il y a eu des réactions. Bien, exactement. Il y a eu des réactions, non seulement chez les consommateurs qui sont mieux avertis, mais surtout chez les fabricants. Parce que les fabricants, eux, sont pas très contents de voir cette loupe-là apparaître sur leurs produits. Donc, ils vont réagir, ils vont essayer d'améliorer leurs produits, d'ajouter une valeur nutritive peut-être un peu plus intéressante, de manière à vouloir enlever la loupe. Et là, ils vont changer peut-être leurs recettes, peut-être qu'ils vont changer aussi leurs ingrédients dans leurs recettes de base. Et ça fait en sorte que le public à la maison, en fait, les consommateurs, ils peuvent être un peu plus en santé. Et c'est ce que ça sert, c'est un guide, en fait. La loupe te guide à avoir une amélioration dans tes habitudes de santé au quotidien. Et là, Émile, si les gens qui nous écoutent à la maison veulent avoir plus d'informations, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bien, je pourrais leur dire que pour l'instant, on a changé les produits. Donc, il va quand même falloir suivre la progression parce que les produits qui ont été remplacés, les produits comme le sel, comme le sucre et le gras saturé, bien en fait, ces produits-là, ils vont être remplacés par des produits accommodants. Mais peut-être que ça va être des produits avec lesquels on est un peu moins familier. À la maison, il va falloir suivre ce progrès-là parce que si on vient changer un produit par un autre qui est un peu plus nocif, et ça, on ne le saura pas tout de suite, eh bien, il va falloir suivre ce dossier-là. Mais dossier à suivre, comme tu l'as dit, si bien dit. Merci beaucoup, Émile. Merci également à toi, Marc-Antoine, pour les informations, mais surtout, merci à vous, à la maison, d'avoir été avec nous. C'est ce qui va compléter votre bulletin d'actualité nationale spéciale santé. On vous invite à nous dire par courriel ou via notre site web quel sujet vous aimeriez qu'on mette sur table lors de nos prochaines émissions. Je suis Camille Guindon et on se retrouve dès demain, 22h, pour une prochaine émission de Cartes sur table.